Chers collègues, bienvenue à notre réunion d'information de la SSR, ici en direct depuis le Centre des médias à Berne. Au mois d'avril, mi-avril, nous avons pu vous présenter les premiers résultats concernant les reproches en matière de harcèlement auprès de la SSR et également les rapports finaux. Nous n'avons pas vraiment eu le temps à l'époque de répondre à vos questions, mais aujourd'hui, il s'agira de vos questions. Le streaming est traduit en simultané. Vous avez sur intranet le lien vers la langue souhaitée et vous avez également reçu un mail hier à ce sujet. Bienvenue à cette information en direct du centre de presse du Palais fédéral à Berne. Avec nous, ici au studio, se trouve Jean-Michel China, le président du conseil d'administration de la SSR, Madame Ursula Gut-Winterberger, membre du conseil d'administration, et puis Monsieur Gilles Marchand, le directeur général de la maison. Afin de poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve sur la fenêtre à droite de votre écran. Gardez en tête que plus les questions sont précises, plus les réponses seront détaillées et puis appropriées. C'est important de préciser votre nom aussi, le prénom et puis l'unité d'entreprise pour laquelle vous travaillez. On ne peut pas répondre aux questions qui sont posées de manière anonyme dans un second temps parce qu'on reviendra sur toutes les questions qui ont été posées et c'est pour ça qu'on vous demande de vous annoncer. Idéalement aussi, merci de préciser à qui s'adresse votre question. Et puis enfin, une information sur la suite. Donc, dans le courant de l'après-midi, cette information, ce streaming sera disponible sous la forme d'une vidéo à la demande sur les différents intranets dans les différentes régions. Voilà. Donc, on commence tout de suite par une question pour nos intervenants et nos intervenantes. En l'occurrence, une question pour Monsieur China, Jean-Michel. Il y a 3 semaines, vous avez tenu une séance d'information interne et une conférence de presse ici, au centre de presse, ici même. Ça a été très suivi, l'écho médiatique dans tout le pays a été important. Et puis, je pense que si on devait retenir qu'une seule chose de tout ce qui s'est passé dans cette journée du 16, c'était probablement maintenant, on veut des actes plutôt que des mots. Qu'est-ce que c'est que ces actes? Quelles sont les prochaines étapes que vous proposez? Oui, merci pour cette question. Tout d'abord, j'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue pour cette information. Donc, pour répondre clairement à votre question, oui, nous voulons passer à l'action parce que nous voulons instaurer cette culture de zéro tolérance envers des harcèlements et en même temps aussi amener un changement de culture. Et nous voulons le faire en 3 étapes. Une première étape qui est une étape de consultation et d'échange menée par Ursula Gut, par la révision interne et par Madame Kaufmann. Première étape, mai-juin. Une deuxième étape, c'est l'étape de consolidation et de prise de décision qui va se faire au mois de juin. Pour le faire, nous avons prévu d'instaurer un groupe de consolidation présidé aussi par Ursula Gut, où 2 membres du conseil d'administration vont faire partie, moi-même et Madame Alice Chachova, le directeur général, le responsable des ressources humaines du groupe. Mais ce qui est encore important, parce que nous voulons justement faire ces étapes avec la participation des collaboratrices et collaborateurs. Donc, on a aussi prévu d'instaurer dans ce groupe de consolidation un représentant de notre partenaire social, soit du SSM, mais aussi de l'association des cadres. Pour la 3e phase, à partir du mois de juin, mois d'août, jusqu'à fin de l'année, nous voulons implémenter ces mesures décidées par le conseil d'administration. C'est là que la direction générale au niveau national coordonnera cette mise en vigueur, cette mise en place de ces mesures. Et puis, avec l'élément aussi important que l'implémentation va se faire dans les régions. Et dans ces régions, nous voulons aussi intégrer le partenaire social dans la mise en application de ces décisions prises par le conseil d'administration. Nous l'avons entendu, donc maintenant il s'agit de cette phase de consultation, d'échange. Ursula Gut, comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça concrètement? Qui va être consulté, par qui, et quel est l'objectif? Et quel est l'échéancier prévu?
Bonjour également de ma part. Ça se procède de la manière suivante. C'est l'équipe d'enquête de l'examen de le système qui est composée de l'audit interne, Jean-Blaise Phoning, Francine Rubin, des experts externes, Dr Claudia Kaufmann et moi-même qui dirige l'équipe. Il y aura les organes, les fonctions également, ou également les associations de personnel qui ont été contactées déjà, en fait. Il y a déjà eu un premier entretien et il s'agit donc ici également des groupes professionnels également qui connaissent le sujet ou qui vont devoir aussi prendre davantage de responsabilités ou qui auront également un changement dans leurs tâches à ce sujet. C'est toute une série, donc si déjà je dois en faire la liste, il va falloir que je lise les noms parce qu'il s'agit donc le Diversity Board de la SSR, le chargé de la conformité de la SSR, les représentants RH, donc les responsables RH de l'ensemble de la SSR, les responsables de la formation continue de toute la SSR, les représentants de la commission de la santé de l'ensemble de la SSR, le groupe de médiation RTS, le chargé de l'égalité, les responsables EDGE, c'est un projet pilote chez RTS, collectif RTS du 14 juin, le groupe Antenna RSI, les représentants SRF, SSM, au niveau national et régional, les représentants de l'association des cadres et le directeur général et les membres de la direction de la SSR. Ce sont beaucoup de personnes et l'échéancier? La plupart des consultations auront lieu au mois de mai, ça va durer jusqu'au début juin et comme dit, les dates ont été fixées et le premier entretien a déjà eu lieu. Merci beaucoup. Une question pour Gilles maintenant. Donc on a compris qu'il y avait ces trois phases. Une première phase de consultation et d'échange, une seconde phase de consolidation qui suivra et puis enfin une phase de mise en œuvre d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer concrètement, à quoi ça va ressembler tout ça? Quelles sont les étapes? Oui, bonjour Laurane, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est engagé dans un processus qui est très profond et qui va vraiment embarquer beaucoup de monde. À partir du moment où nous aurons terminé ces recommandations qui seront faites par ce groupe de consolidation, donc au mois de juin, c'est demain, à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une phase d'implantation, une phase vraiment de réalisation concrète. Et là, on va travailler à deux niveaux. Il y aura un niveau national. Ce groupe de consolidation va accompagner le processus avec nos partenaires sociaux, avec nos cadres, avec les membres du conseil d'administration. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y aura un groupe de travail qui sera, lui, conduit par Piero Serreghetti et Séverine Chorifogt, qui va vraiment réaliser le travail. Et ce groupe-là, il va discuter avec les régions. Et je crois que ce qui est très important de relever ici, c'est que dans chaque région, il y aura une plateforme de travail, de collaboration qui sera mise en place avec les partenaires sociaux, de manière adaptée à chaque région, parce que les situations sont un peu différentes dans chaque région, de telle sorte que vraiment le travail de mise en œuvre de ces mesures vraiment rentre très profondément dans l'entreprise partout. Au niveau national, on va consolider ça, on rapportera au conseil d'administration, de telle sorte que d'ici la fin de l'année, on puisse vraiment mettre en œuvre de manière très concrète et très durable toutes ces mesures. Donc voilà, on est engagé dans un processus. Je sais très bien qu'un certain nombre de collègues se sont dit le 16, mais bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je vous dis, cette année-là, entre maintenant et la fin de l'année, nous aurons donc non seulement terminé les enquêtes, terminé les consultations et les échanges, mais aussi mis en œuvre les mesures. Et je pense qu'en une année, ce travail très dense portera ses fruits. Et donc voilà, nous sommes tous très mobilisés au niveau national comme au niveau régional pour mettre ça en œuvre. Merci Gilles Marchand. Maintenant, nous passons à vos questions. Maintenant, c'est à vous. Et Laurane l'a dit en introduction, vous pouvez utiliser l'outil du streaming dans la fenêtre. Là, vous pouvez noter vos questions, préciser votre nom, prénom, de préférence aussi l'unité d'entreprise et aussi à qui vous souhaitez adresser la question, parce que nous ne voulons pas poser de questions anonymes. Nous regardons ce que nous avons reçu comme question. Laurane, tu as reçu des questions? J'ai une question qui est rentrée en allemand pour Jean-Michel China. Comment est-ce qu'on s'explique que chez SRF, il n'y ait, semble-t-il, pas eu de cas? Est-ce qu'il y a des efforts chez SRF également de procéder à des clarifications supplémentaires? Qu'est-ce qui se passe?
Une raison pourquoi la situation est différente, ça, on ne peut pas la fournir. Mais ce qui est clair, c'est qu'après la publication de ces 3 cas, à l'époque, dans les journaux suisses romans, Nathalie Wappen a tout de suite réagi. Elle a écrit à tous les collaborateurs et collaboratrices, elle leur a communiqué qu'ils pouvaient s'annoncer, qu'ils devaient également annoncer les incidents pour qu'on puisse procéder également aux clarifications chez SRF. Il y a eu peu d'annonces, 7 au total, je crois, et on a donc creusé le sujet et on les a traités. Merci. Laurent, chez toi? Donc, après la dernière réunion d'information, il y a eu des questions du genre chez RTS, il y a eu 230 retours qui devaient encore être regardés par le collectif de défense. Mais comment est-ce que le 16 avril, déjà, on peut déjà parler de résultats et présenter des rapports finaux? Est-ce qu'on n'était pas trop tôt? Non. On a montré très clairement aussi que ces 3 cas-là, qui avaient été publiés dans les journaux romans, eh bien, dans ces 3 cas-là, on avait communiqué. Et on a aussi dit que ça concernait ces 3 cas. Les 230 annonces, ce n'est pas des cas. Donc, ce n'est pas toujours du harcèlement sexuel, du sexisme, du harcèlement ou autre. Ces qualifications n'ont pas encore été établies. Sur ces 230 annonces, environ 45 ont été intégrées parce qu'elles concernaient les 3 cas spécifiques. Donc, ça a été encadré à l'enquête, aux enquêtes. Les autres sont en cours de clarification. Le CDD regarde chaque message et fournira un rapport. Et ce rapport devrait venir d'ici mi-juin pour qu'on puisse procéder à la consolidation. Ça, c'est la procédure centrale concernant le CDD. Ce qui est important aussi, mais à l'époque déjà, donc, CDD nous avait expliqué déjà par écrit qu'il n'y avait pas d'urgence pour ouvrir des procédures disciplinaires. Maintenant, si dans certaines situations spécifiques il fallait agir, alors oui, on y procéderait. Mais quels sont le genre de retours que l'on a reçus quand ça ne concerne pas que des cas de harcèlement? Quels sont le genre de retours? Ce qu'on avait à cœur, c'est que cet office d'annonce soit indépendant, puisse prendre ces messages de manière indépendante. Et comme nous n'avons pas encore de rapport du CDD, on ne peut pas encore dire clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que ce sont des témoignages? Est-ce que ce sont des messages? Est-ce que ça concerne harcèlement? Est-ce que c'est juste une situation qu'ont vécu nos collaborateurs, où ils n'ont pas été traités correctement? Dans ce contexte, on parle de souffrance au travail. Tout ça sera clarifié, tout message sera analysé et on devrait recevoir le rapport du CED où on aura les résultats expliqués. Gilles aimerait compléter? Jean-Michel, parce qu'il faut comprendre aussi que pour l'analyse de ces 3 cas que nous avons faite entre le mois de novembre et donc la fin du le milieu du mois d'avril, il y avait des personnes qui étaient en attente, qui étaient suspendues. Nous devions aussi prendre des décisions quand même relativement claires pour que ces personnes puissent savoir si elles allaient continuer ou pas leurs activités chez nous et comment. Donc il y avait cette dimension, cette première étape qui était une étape d'analyse des cas qui a été faite. Et maintenant, on est dans une deuxième étape qui est une étape plus profonde sur, au fond, les améliorations générales que l'on peut apporter, l'analyse d'autres cas éventuels, si le CDD le confirme. Et c'est cette deuxième phase qui est maintenant en train de s'engager. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était juste de faire une première étape d'information, et il y avait aussi de l'attente à ce sujet, au mois d'avril, pour ensuite faire un deuxième grand rendez-vous au mois de juin avec des décisions, cette fois qui concerneront des mesures. Et c'est ces 2 rythmes-là qu'on essaye de mettre en œuvre maintenant de manière la plus claire et la plus transparente possible. Et rappelons peut-être, si on est dans un échange, rappelons aussi qu'il y a quand même des sanctions qui étaient prises concernant deux cas spécifiques. Et c'était important aussi de prendre ces décisions parce qu'il y a eu des collaboratrices et collaborateurs qui ont souffert de ces actes. Concernant justement cette deuxième phase, il
il y a 2 questions qui sont arrivées de la part de collaborateurs de la RTS qui se recoupent un peu. En ce qui concerne, je pense qu'elles sont adressées plutôt à M. China. Quels sont concernant le rapport U2 de Zhuang et Parr, apparemment, il y aurait... le SSM n'aurait pas la même lecture que le conseil d'administration du résumé du rapport d'enquête. Et la question vient, pourquoi ne pas couper court aux spéculations et permettre au SSM d'interroger les experts en présence du personnel de la RTS? Alors, nous avons choisi clairement cette stratégie d'offrir une transparence. Nous avons publié la version anonymisée du rapport Zhuang et Parr, tout ça toujours dans le respect de la protection de la personnalité, soit des victimes, soit des témoins, soit des acteurs. Donc, toute cette approche était toujours soumise à cette responsabilité que nous avons comme employeur de respecter aussi le droit de la personnalité. Dans ce contexte, nous avons eu une discussion, les experts, en présence des experts Zhuang et Parr, avec les représentants du SSM. Les représentants du SSM pouvaient poser les questions. Ils ont obtenu ces réponses. Et en plus, nous avons offert, et d'ailleurs, on l'a aussi écrit aux collaboratrices et collaborateurs, qu'ils ont la possibilité de poser des questions aux experts d'une manière écrite et dans le respect de la sécurité juridique et dans le respect de la protection de la personnalité. Les experts répondront aux questions soumises à ces experts par nos collaboratrices et collaborateurs. Donc il y a un travail de transparence qui a été fait là qui est quand même important. Oui, important, parce que voilà, je l'ai expliqué, il faut toujours trouver le bon équilibre entre la protection des personnalités, soit des victimes, soit des acteurs, soit des témoins, d'un côté, et de l'autre côté, cet intérêt de rendre la transparence envers le travail qui était fait par les experts. Les experts étaient invités en présence, justement, des représentants du SSM, et les représentants pouvaient poser toutes les questions, ils ont obtenu les réponses. Et comme je répète encore une fois, encore aujourd'hui, les collaboratrices et collaborateurs qui le souhaitent peuvent poser des questions aux experts par écrit et les experts répondront à ces questions. Et on est même ouvert, aussi dans l'esprit de toute la transparence, de publier les questions et publier les réponses des experts sur l'intranet de la RTS. Okay. Zu diesen Experten, die jetzt da ein paar Mal auch genannt wurden, namentlich Maintenant, par rapport à ces experts tels que Zhuang et Parr, ce qui a été critiqué après la formation de mi-avril, c'est peut-être une question pour Ursula Guth. Lors de la présentation des résultats, personne de ces experts n'était présent ici. Est-ce que ça n'aurait pas souligné et amélioré la crédibilité si les experts avaient présenté les résultats eux-mêmes ou du moins avaient été présents? On peut se poser la question après coup. Mais le président l'a expliqué, les experts ont été élus avec l'approbation de la SSM. Il y a eu des entretiens, donc ils étaient d'accord que ces experts donnent leur prise de position à l'attention du conseil d'administration. Maintenant, est-ce qu'on aurait amélioré la confiance si les experts avaient pris parole ici? On peut se poser la question. Mais comme dit, je pense que nous, on les a tous entendus, tous les experts, et le conseil d'administration s'est basé sur ces constats écrits et oraux pour prendre ces décisions. Donc le conseil d'administration a pris la décision sur cette base-là. Une question de Pascal Crétin. Ouais, okay. C'est intéressant. Qui aimerait, enfin, ou plutôt une suggestion qui aimerait peut-être qu'on rappelle les mesures qui vont être mises en consultation maintenant. Bon, peut-être que je peux rappeler à Pascal Crétin de quoi on parle de manière générale, sachant que le travail de discussion qui s'ouvre maintenant est un travail qui va permettre aussi d'identifier d'autres possibilités. Hein, donc tout n'est pas terminé. Mais ce qu'on a dit le 16 déjà, et qui est en train d'être examiné, et que Ursula Guth pourra compléter dans un instant, d'une part, on regarde ce système dual qui permet aux gens à la fois de déposer un problème et d'autre part d'obtenir des conseils, avec une dimension interne, des personnes de confiance, une dimension externe, des médiateurs, Ombudsstelle. Ça, c'est une première approche qui est très importante pour que les gens puissent vraiment, que les collègues puissent vraiment déposer de manière très claire et très sereine ce qu'ils ont à dire. On est en train de voir comment faire ça au mieux. Hein, c'est l'objet de ces discussions et de ces échanges. Une deuxième dimension très importante concerne, au fond, toute la question de la formation.
Est-ce que nous pouvons et comment nous pouvons faire en sorte que toutes les personnes qui conduisent des équipes puissent, dans le cadre de ce travail de conduite, être sensibilisées de manière sérieuse, de manière professionnelle, à tous ces enjeux liés à ces questions de harcèlement, à ces questions de pression, pour pouvoir les identifier à temps et les traiter. Donc on est en train d'examiner, avec les ressources humaines, avec tous les experts possibles, comment peut-on mettre en place ce système. Et j'aimerais dire ici que nos cadres sont parfaitement prêts à faire ce travail, ils ont envie de se perfectionner en ce sens. Après, il y a un autre vaste domaine, c'est le domaine des outils. Comment nos outils fonctionnent? Est-ce que nos outils peuvent être améliorés? Comment peut-on les faire bien dépendre les uns des autres? Toutes ces questions-là sont aussi sur la table. Et puis enfin, il y a un dernier grand domaine qui est celui de nos chartes, de nos documents, ce qui nous engage, comment faire en sorte de manière très claire qu'une charte soit non seulement évidemment adoptée dans l'entreprise, mais respectée vraiment, vraiment fondamentalement par les gens, avec des mesures, avec des contraintes si tel n'était pas le cas. Alors, la période qui s'ouvre maintenant, que Ursula Gutt et ses équipes conduisent, est une période qui va permettre, au fond, d'examiner ces différentes intentions, d'entendre les avis de celles et ceux avec qui nous allons implémenter tout ça dans toute l'entreprise, adapter le cas échéant, compléter, essayer de trouver peut-être de nouvelles façons encore de fonctionner, regarder aussi les meilleures pratiques des autres, parce qu'on n'est pas toujours les plus intelligents tout seuls, et enfin, sur cette base-là, venir au conseil d'administration avec cette liste de mesures concrètes que le conseil d'administration pourra, le cas échéant, adopter et que nous mettrons en œuvre. Voilà, c'est donc ce momentum actuel est un momentum important parce qu'il se base sur des choses solides, mais en même temps, nous sommes dans une logique d'ouverture parce que nous voulons vérifier que ces intentions soient correctement comprises et développées. Ursula Gutt möchte noch ergänzen. Ja? Ursula Gutt aimerait compléter. J'aimerais compléter qu'avec les autres experts externes, donc notre groupe de contrôle du système avec Claudia Kaufmann, cette équipe-là, elle a aussi eu des entretiens et des échanges avec les autres experts pour voir ce qui concerne l'aspect culturel, systémique, pour l'intégrer également dans le rapport final. Ça, c'est peut-être aussi encore un complément important. C'est peut-être moins complété, mais insister encore une fois sur le fait, et d'ailleurs Gilles l'a dit, c'est une consultation, mais en même temps c'est un échange. Donc il y a une consultation sur les propositions qui étaient déjà avancées lors de notre communication le 16 avril, c'est-à-dire la création de ces personnes de confiance, ou cette personne de médiation externe. Là, on va aller plus dans les détails dans la consultation pour comprendre, par exemple, comment ils sont élus, qui les nomme, comment est organisé le reporting, quel est leur rôle à l'intérieur de l'entreprise, l'indépendance à l'intérieur de l'entreprise, comment est le fonctionnement. Et tout ça, c'est la partie consultation, mais dans la partie échange, on est ouvert, et je peux peut-être le dire, on est ouvert à d'autres propositions. S'il y a des propositions intéressantes, des collaboratrices et collaborateurs, on est preneurs, et puis on va les analyser et on va discuter. Puis dans le groupe de consolidation, des décisions sont proposées après au conseil d'administration pour des mesures concrètes. Ursula, ja. Ces consultations avec les organes, les groupes professionnels, ça a lieu sur la base d'analyses qui ont déjà été faites dans notre rapport intermédiaire. Et dans notre équipe, nous voulons approfondir ces résultats provisoires, peut-être les compléter, également peut-être remettre ça aussi en question avec les groupes d'experts, regarder quels sont les problèmes, quelles sont les relations entre les unités d'entreprise et la centrale. Toutes ces questions sont mises sur le tapis. Et là, on va s'attendre à des prises de position intéressantes, basées sur des expériences, mais aussi en ce qui concerne l'avenir. Question à Jean-Michel China. Chez RTS, lors de la dernière réunion d'information, on a rassemblé des signatures parce qu'on n'était pas du tout satisfait du résultat de la présentation. Il y a également eu cette question de confiance envers le management actuel, y compris donc Gilles Marchand, s'il devait vraiment incorporer l'évolution de la culture. Nous en sommes convaincus. Également après l'analyse des résultats, au conseil d'administration, on a exprimé notre confiance envers le management à différents niveaux. On est tout à fait
convaincus qu'ils ont la volonté, bon, pas seul, c'est pas Gilles Marchand seul qui va mettre en œuvre ce changement culturel, mais il va le faire ensemble avec les responsables de la direction, les directeurs, les directrices qui sont sur site. Parce que l'intégrité de Gilles Marchand n'a pas été remise en question dans aucune de ces enquêtes. Nous sommes convaincus que lui est la bonne personne pour qu'avec son équipe du management puisse mettre en œuvre cette évolution culturelle. Et nous avons encore d'autres défis qui attendent la SSR. Et là aussi, nous sommes convaincus qu'avec la direction, c'est la bonne équipe aussi pour relever ces défis-là. Maintenant, évolution culturelle, changement culturel, transformation culturelle, ça doit toucher tout le monde. Chacun d'entre nous a sa responsabilité dans cette transformation culturelle, doit s'engager dans ce processus. C'est pour ça qu'on a notre approche participative sur une large base au sein de l'entreprise, du groupe, pour relever ce sujet, pour aussi faire vivre le sujet et faire en sorte que ce soit vécu. Gilles Marchand, est-ce que Gilles Marchand est la bonne personne? Et si oui, pourquoi? Je comprends tout à fait cette question, Eddy. Et j'aimerais peut-être ici m'adresser directement aux équipes. Vous savez, un directeur général, finalement, il est responsable de tout ce qui se passe, hein, les choses positives comme les choses qui sont moins positives. Ici, nous avons constaté des problèmes évidents, des problèmes de dysfonctionnement que nous devons régler. Ces problèmes-là nécessitent une intervention forte, énergique et convaincue. Ce que j'aimerais simplement dire ici à toutes les équipes de la SSR, c'est mon engagement personnel. Je veux régler ça. Nous ferons un bilan à la fin de l'année, nous verrons comment les mesures auront été implantées, nous verrons si la culture de l'entreprise évolue, dans quel sens. Mais disons, soyez certains, toutes et tous, que ce n'est pas ici un exercice que nous faisons. Nous sommes vraiment déterminés à faire en sorte que la culture de l'entreprise évolue, qu'elle s'adapte aussi à la nouvelle société dans laquelle nous vivons, que nous puissions entretenir de nouvelles relations entre nous, parce que ce qui se passe à l'intérieur est tout aussi important que ce qui se passe à l'extérieur. Et comme le disait Jean-Michel China, ce n'est pas l'affaire que d'une personne, bien évidemment, que je ne vais pas travailler tout seul, je travaille avec toutes les équipes, je travaille avec les directeurs des unités d'entreprise, je travaille avec le conseil d'administration, que je remercie d'ailleurs pour son soutien, je travaille également avec les professionnels dans ce domaine-là, et ensemble, nous allons mettre en œuvre cette machine, nous allons mettre en œuvre cette amélioration, et je vous donne vraiment rendez-vous régulièrement, parce que nous allons régulièrement rendre des comptes là-dessus, et je donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse mesurer le chemin parcouru. Et vous verrez que dans ce domaine-là aussi, si on met en œuvre toutes les forces de la SSR, et elles sont nombreuses, elles sont de qualité dans toutes les régions, dans toutes les langues, eh bien je pense qu'on peut changer les choses vraiment et rapidement. Alors voilà, en une année, nous aurons opéré cela, et nous l'aurons bien opéré. Et là, encore une fois, vraiment, rendez-vous à la fin de l'année pour qu'on puisse faire le bilan tous ensemble. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'un ou l'autre est l'homme de la situation. Ce que je peux simplement dire, c'est que, en ce qui me concerne, je suis déterminé. Je suis déterminé à faire évoluer les choses et le faire bien. Ensuite, nous pourrons juger du résultat. Ursula Gut, ist der Mann? J'aimerais juste compléter ce qu'a dit Jean-Michel China. Donc, vraiment, nous faisons confiance à Gilles Marchand et à son équipe à ce qu'il arrive à faire cette transformation culturelle. C'est ça qui est important et c'est l'aspect primordial. Et dans notre équipe système, nous avons également procédé à des évaluations de bonnes pratiques. On a regardé des entreprises similaires et toutes les entreprises se penchent sur le sujet et se trouvent actuellement dans cette transformation. Certaines étaient plus avancées que nous, oui. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut du temps. Ces changements, on peut les faire avancer. Et après, et on l'a vu dans tous les entretiens aussi avec d'autres entreprises, il faut toujours... C'est un sujet qui continue, ça ne s'arrête jamais. C'est un sujet qui doit rester d'actualité. Et il faut toujours former, il faut toujours aussi engager les supérieurs sur l'importance aussi lors de recrutement. Vraiment constater que si vous êtes confronté à un sujet pareil, eh bien, il faut qu'ils se penchent sur le sujet et qu'ils doivent le dire aussi. Parce qu'on a des outils, mais ces outils n'étaient pas suffisamment utilisés. Il faut oser.
il ne faut pas avoir honte d'utiliser ces outils. C'est ça l'aspect central. Il y a une autre question qui vient s'ajouter de la direction générale, une question plus fondamentale. Est-ce qu'il s'agit vraiment de harcèlement ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'abus de pouvoir? Est-ce qu'on a abordé le sujet véritable? Ça, c'est la question. Ou bien est-ce qu'on ne parle pas du bon sujet? Jean-Michel China? Non, il y a différentes formes de harcèlement. Et on a aussi constaté dans les enquêtes qu'il y avait différentes formes d'harcèlement. Il y a eu aussi harcèlement sexuel, il y a eu des harcèlements au sens d'abus de pouvoir. Donc c'est du bossing, c'est ce qu'on appelle du bossing. Quand les supérieurs font du mobbing en quelque sorte. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des cas de harcèlement au même niveau hiérarchique. Donc ça, c'est du mobbing, là où un collaborateur, une collaboratrice fait du mobbing envers l'autre. Puis, il y a aussi le sexisme. Ça, ce sont des paroles sexistes qui ont aussi ce caractère de harcèlement. Et il y a aussi peut-être des situations où on n'a peut-être pas été promu, où on s'est senti traité de manière injuste. Ça, c'est le travail aussi des enquêtes, le CDD notamment. Donc, de faire cette séparation et puis de ventiler ça proprement. C'est comme pour RSI, processus similaire. Dans les régions, une question pour vous, Gilles. Vous avez abordé le fait que dans chaque région, il y aurait une plateforme qui serait mise en place. Qu'est-ce que vous entendez par région? Le périmètre, est-ce qu'on parle de Suisse romande, de Suisse alémanique, de canton? Et puis concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Alors, quand je parle de région, je parle ici des unités d'entreprise. Chaque unité d'entreprise va mettre en œuvre un travail, au fond, de coordination, de consultation, puis après de mise en œuvre pour que ces mesures s'installent. Et chaque région, au sens de chaque unité d'entreprise, a sa propre réalité, a ses propres relations avec ses collaborateurs, avec ses partenaires sociaux, avec ses cadres. Et je pense qu'il faut laisser à chaque unité une petite marge de manœuvre pour mettre en œuvre, justement. Et donc, notre idée, c'est que nous aurons ce groupe national, ce groupe de projet national, avec Séverine, avec Pierrot, qui va vraiment faire l'interface avec les régions. Et chaque région mettra en œuvre sa propre organisation, de telle sorte qu'on puisse, de manière absolument vraiment professionnelle, adéquate, prendre en compte la situation de chaque région, qui, encore une fois, peut présenter des différences. Simplement, ce qui est important, c'est que, je crois que Jean-Michel et Ursula l'ont dit, notre ligne générale est la même. Il n'y a pas de différence culturelle dans la mise en œuvre générale. Il y a des différences culturelles peut-être dans les rythmes, parce que les situations ne sont pas les mêmes dans chaque région, mais notre politique, notre approche, notre vision est la même. Il n'y a pas de différence culturelle dans les questions de politique, par exemple, de zéro tolérance, etc. Donc, ce que je souhaite simplement, c'est faire en sorte que chaque région puisse endosser, vivre ce changement, cette évolution, à son rythme, avec ses réalités, dans un cadre qui, lui, est le même et un cadre qui va être défini par le conseil d'administration de la SSR et qui va être piloté au niveau national. Voilà l'idée, si vous voulez. Après, on n'est pas dans une logique cantonale, certainement pas. Je pense simplement qu'on est dans une logique d'unité d'entreprise. Et je sais d'expérience, parce que je l'ai vécu quand j'étais moi-même dans une unité, que parfois, disons, il faut qu'on puisse mettre en œuvre avec nos mots, avec peut-être nos explications, nos rythmes, des choses qui sont communes à tout le groupe. Et c'est comme ça que la SSR fonctionne. En fait, c'est à la fois avec une vision commune et claire, et en même temps le respect de nos diversités. Et je crois que cet équilibre-là, il doit se mettre en œuvre dans toutes les situations, y compris quand on essaie de résoudre des problèmes de fond. Ursula Gut würde das gerne noch ergänzen, glaube ich. Gell? Ursula Gut aimerait compléter. Oui, en effet. Dans ces échanges avec les spécialistes et les professionnels, on a des représentants dans toutes les régions linguistiques. Et ce sera également un sujet de quel est le rapport entre l'entreprise nationale et les unités d'entreprise. Et les représentants pourront là également faire part de leur attitude, suggestions, opinions de ce qui est spécifique à une union d'entreprise et où il faut faire attention. J'ai une autre question de la direction générale qui est passionnante. Donc, quand on parle de transformation culturelle, un collègue demande, oui, mais il y a toute une série de gens à la SRG, SSR, qui a toujours été conforme
Donc, ce potentiel-là, est-ce qu'il est prévu de l'utiliser? Donc, la question, est-ce que tout le monde doit être intégré? C'est ça la question? Je dirais qu'on a pris vraiment là des responsables professionnels et il nous a confrontés à cette question. Un peu moins par le passé, où les délimitations n'étaient pas si claires et les lignes plus floues, ou bien plus à l'avenir, et puis aussi les profils qui changent. Et nous pensons que c'est là que nous avons vraiment ces approches. Donc, une enquête auprès des collaborateurs, c'est tout à fait autre chose, mais lors de nos entretiens, ce qui est important, c'est toujours l'individu qui joue un rôle. On regarde toujours la personne concernée, le supérieur, et pas seulement certains groupes. Pardon, Gilles, Jan, Juste un point, parce que j'aimerais ici m'adresser effectivement à toutes celles et ceux qui, au fond, se disent « mais finalement, on a bien travaillé, on a bien agi, et puis on est embarqué dans cette aventure très complexe, très générale ». J'aimerais dire ici que ces bonnes pratiques sont aussi internes. On va aller voir les bonnes pratiques à l'externe, mais on regarde aussi les bonnes pratiques à l'interne. Il y a des tas de secteurs dans lesquels les relations, aussi bien sur le plan des processus de travail que sur le plan de l'attitude, sont absolument correctes. Donc, je crois que ce qui est important dans cette phase maintenant d'introspection que nous menons, c'est aussi d'observer là où ça marche bien, là où ça fonctionne bien à l'intérieur de la SSR. Il y a des enseignements importants à retirer auprès de secteurs qui fonctionnent de manière tout à fait satisfaisante, et Dieu merci, il y en a beaucoup. Et je crois qu'en utilisant ça, nous allons améliorer l'ensemble. Et c'est notre intention, c'est cette ouverture, cette discussion interne qui est maintenant menée, cette grande culture de la discussion finalement qui va accompagner ce processus pendant toute cette année 2021. Je pense que ça va nous permettre non seulement de nous retrouver là où c'est nécessaire, mais aussi vraiment d'intégrer ce qui se passe de bien partout. Et à la fin, je fonde l'espoir, et je pense que c'est tout à fait réaliste, que finalement la qualité générale de nos relations et aussi de nos processus de travail augmente. Et c'est ça, je crois, le but de cette affaire. Et je remercie celles et ceux qui sont déjà engagés dans ces processus et qui le font très bien. Laurent. Une question pour M. Cina. Quel est, selon vous, le rôle des représentants du personnel dans le relais des témoignages récoltés sur le terrain? Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il ou elle soit entendu et écouté? Bon, le système qui était mis en place, il était clair. C'est-à-dire que pendant 10 semaines, il y avait ce CDD, le collectif de défense, qui était là pour, comment dirais-je, recevoir, réceptionner toutes les annonces. Toutes les annonces de témoins, de victimes éventuelles ou d'autres personnes. Tout se passait par cette centrale du collectif de défense. Donc, nous, ce qu'on traite, ou ce que le CDD traite, c'est toutes ces annonces qui étaient faites pendant ces 10 semaines, et c'est ces cas-là qui seront après analysés par le CDD, et chaque annonce qui était faite va être examinée, va être analysée, et sera intégré dans le rapport du CDD. Donc, on ne va pas rouvrir, je dois le dire, hein, c'était connu, c'était annoncé à plusieurs reprises. Les collaboratrices et collaborateurs de RTS avaient connaissance de cette possibilité qui, par ailleurs, était unique. Ce que nous avons fait là, c'était quelque chose que je n'ai jamais vu dans d'autres entreprises. Une position d'annonce indépendante, externe, où tous les collaboratrices et collaborateurs, pendant 10 semaines, pouvaient déposer tous leurs témoignages. Je n'ai jamais vu ça dans une autre entreprise. Donc, c'est vraiment aussi une preuve de toute la transparence que nous avons souhaitée. Et sur la base de ces annonces, les enquêtes étaient menées. Il y avait, sur les 230, il y avait 45 qui étaient intégrés dans l'analyse des 3 cas, et les autres vont maintenant être analysés par le CDD. Et si, dans ce cadre-là, il y a des situations qui demanderont une nouvelle intervention, on agira comme on l'a fait dans les autres cas. Gilles Marchand würde das gerne ergänzen. Parce que j'ai aussi Gilles Marchand aimerait encore compléter. Une question aussi tournée vers le futur, vers l'avenir. Comment est-ce qu'on va faire pour intégrer mieux et plus régulièrement les informations qui nous remontent du terrain, des collaborateurs, à travers notamment nos partenaires sociaux?
Alors, ici, j'aimerais rappeler que nous avons des processus qui fonctionnent, qui sont des processus d'alerte, où il est évidemment nécessaire d'entendre les partenaires sociaux. Nous avons des échanges réguliers avec le personnel dans différentes occasions, les commissions de santé, les commissions qui sont réunies dans les différentes régions. Nous avons des groupes professionnels qui sont également constitués, qui peuvent également alerter les différents cadres ou même directement les directions des entreprises. Et je crois qu'un des points justement que Ursula et son équipe veulent mener, c'est de vérifier comment ces processus d'alerte peuvent s'améliorer dans le futur. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une intention que les échanges d'informations soient beaucoup plus fluides, que ça monte facilement, que ça redescende facilement. Et pour ça, on va regarder, on va essayer de définir où peut-on améliorer les mécanismes pour que cette situation où un problème se pose dans un endroit soit très rapidement connue et complètement maîtrisée. Et c'est ça que je crois nous pourrons aussi avoir comme enseignement positif à l'issue de ce processus. Donc oui, je le dis ici très clairement, notre intention dans toutes les régions de la SSR, dans toutes les unités d'entreprise, c'est que cet échange entre les équipes et l'encadrement soit facilité, fluidifié, pour qu'on ne puisse plus jamais se retrouver dans la situation d'avoir des délais trop longs entre un problème identifié et une action de résolution. Ça fait partie exactement de ce processus d'amélioration qu'on veut mettre en place. Mais une des réponses concrètes, pardon, j'ai compris ça plutôt pour le passé, mais orienté pour l'avenir, c'est justement la proposition qui est faite par l'enquête systémique, c'est de proposer des personnes de confiance. Ça, c'est un système qui est connu dans d'autres entreprises. C'est un système qui a bien fonctionné. Et nous, on s'est laissé inspirer par ces exemples. Et avec les personnes de confiance qui ont une indépendance à l'interne de l'entreprise, qui peuvent conseiller, d'un côté conseiller, accompagner des personnes qui pourraient être victimes d'un harcèlement, les conseiller comme presque des avocats de ces personnes dans la défense de leurs intérêts aussi envers son employeur. Donc c'est vraiment ce système de personnes de confiance que nous voulons établir et que nous soumettons à consultation, qui donnera aussi la possibilité justement de répondre à cette question orientée vers l'avenir. Ursula Gut möchte ergänzen, ja. Un complément de la part d'Ursula Gut. Les exemples que nous avons regardés, que Mme Kaufmann connaît bien de par son expérience, c'est que les personnes de confiance ont une tâche normale au sein de la SSR à l'avenir. Ils ont une tâche quelconque et en plus, ils sont à disposition pour un certain pourcentage de leur temps pour cette tâche de personnes de confiance. Ils ne sont pas quelque part à côté. Ils connaissent les gens, ils connaissent les supérieurs, ils connaissent aussi la culture, peut-être aussi la culture qu'on doit changer. Et en plus, ils ont aussi cette tâche de personnes de confiance. Et ils sont uniquement à la disposition des personnes touchées. Ils sont toujours auprès de cette personne. Ils n'ont pas la tâche de direction, sauf peut-être que le supérieur peut avoir un échange avec cette personne-là, c'est recommandé aussi, mais ils agissent uniquement dans l'intérêt et en accord avec la personne touchée. Ça, c'est aussi important, il faut aussi l'ajouter. On va rester au français, il y a beaucoup de questions. Alors, peut-être une question pour Gilles. Un collaborateur de la RTS demande comment est-ce qu'on saura quels sont les secteurs qui fonctionnent bien et les secteurs où ça fonctionne moins bien. Typiquement, dans le processus actuellement de consultation, puis après dans la discussion avec les partenaires sociaux, avec les groupes professionnels, on va pouvoir identifier les secteurs dans lesquels il faut agir. Les secteurs dans lesquels il n'y a pas de nécessité d'action sur ces questions-là sont des secteurs qui fonctionnent bien, puisque les gens pourront s'exprimer facilement, que la parole sera librement distribuée. Je pars de l'idée que nous devons nous concentrer sur les endroits où il y a des difficultés. Donc, par définition, là où il n'y aura pas besoin d'agir, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et puis, nous aurons des mécanismes réguliers de vérification. Nous ferons des enquêtes auprès du personnel, nous ferons du monitoring de tout ça. Et je pense que ça permettra, au fond, d'avoir un radar, un diagnostic assez clair, assez régulier de l'ensemble de la situation de l'entreprise dans les différents secteurs professionnels. Et voilà, et je crois que, encore une fois, disons, l'appel qui est fait, c'est qu'à l'issue de ce processus de consultation, les mécanismes qui seront mis en place pour que les gens puissent donner leur point de vue quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que ces mécanismes soient vraiment bien utilisés en toute confiance.
Et ça permettra, au fond, en creux, d'une certaine manière, de constater qu'il y a des secteurs dans l'entreprise dans lesquels les choses fonctionnent bien. Okay. C'est un processus qui touche toute l'entreprise. Il y a une question qui nous est arrivée d'une collaboratrice pour M. China qui dit que finalement, si l'enquête du temps n'était pas parue, alors on serait passé à côté de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le fait que le temps a mis le doigt sur un problème dans la société était la source de notre engagement de faire ces enquêtes externes. Donc voilà, ce qui est peut-être aussi une expérience qu'on doit faire. On ne peut plus le dire, tant qu'on n'entend rien, ça veut dire que tout fonctionne bien. Je crois que ça, c'est peut-être aussi une expérience et on ne doit pas tomber dans ce piège de penser que s'il n'y a pas d'annonces qui sont faites, que ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc, encore une fois, avec ce système de mise en place des personnes de confiance, nous pensons qu'ils respecteront aussi l'anonymat que les personnes qui sont confrontées à une problématique spécifique de harcèlement pourront plus facilement s'adresser, donc plus facilement que des problèmes pourront être soulevés et émerger. Donc voilà, c'est peut-être aussi une des leçons d'une analyse systémique qui était faite par le groupe de l'enquête de Mme Ursula Gut qui a démontré cette thématique. Et c'est là-dessus qu'on a vu que justement, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a peut-être pas fait assez. Et ce assez, on veut maintenant aussi le compléter avec ces nouveaux instruments pour que justement les personnes, les collaboratrices et collaborateurs peuvent s'exprimer librement sous le sigle de l'anonymat envers ces personnes de confiance. Ursula Gut würde, glaube ich, gerne ergänzen. Ja, wir haben einfach auch Madame Gut aimerait compléter. Oui, nous avons constaté que certains rôles n'étaient pas clairs. Qui est responsable de ces questions ? Et il s'agit aussi de clarifier ce flou dans les rôles. Et c'est une question que nous avons soulevée dans notre rapport intermédiaire. Souvent, on ne sait pas, est-ce que le chef DRH, est-ce qu'il en est responsable ou pas? Parfois, le chef DRH, il ne sait pas non plus s'il est responsable ou pas de ce sujet. Ça fait que les personnes concernées ne vont pas s'annoncer parce qu'elles ne savent pas est-ce que c'est important ou pas. Et puis, c'est difficile aussi d'aborder le sujet. Et il faut vraiment clarifier aussi ces rôles. Et là, on attend aussi des inputs de ces consultations. De clarification pour vous, Madame Gut et Monsieur China. Vous parlez de personnes de confiance, mais il y a des groupes similaires qui existent déjà, par exemple, au sein de la RTS, le groupe de médiation, par exemple. Est-ce que ces personnes de confiance seront différentes, seront complémentaires? Comment ça va se passer? Sie haben noch vielleicht eine weitere Aufgabe. Il y a peut-être encore une tâche supplémentaire. C'est similaire à la tâche de la personne de confiance. Mais comment dire, ça n'a pas été vraiment regardé de près. C'est ce qu'on a entendu d'eux. On ne les a pas vraiment perçus, ces personnes-là. Et ça, c'est un des sujet important, qu'on ne soit pas suffisamment perçu, qui est à disposition, on n'a pas assez osé. Je pense que ce genre de questions, justement, on doit aussi les approfondir maintenant dans les consultations et dans les échanges. Parce que là, on aimerait aussi connaître les besoins du terrain envers ces personnes de confiance pour bien déterminer leur rôle et leurs responsabilités. C'est justement la consultation et l'échange que nous menons maintenant qui doit aussi amener des clarifications. Gilles würde noch ergänzen. Juste un mot concernant ce groupe de médiation de la RTS que je connais bien. J'aimerais quand même ici dire que je souhaite les remercier. Ça fait quand même de nombreuses années que ce groupe travaille de manière très engagée. D'ailleurs, c'est un groupe paritaire avec les partenaires sociaux. Il recueille des situations difficiles. Pas mal de situations durant ces dernières années ont été traitées grâce au groupe de médiation. On constate que ce n'est pas suffisant et qu'il faut compléter ça, développer, peut-être améliorer encore tel ou tel échange avec le personnel. Mais quand même, j'aimerais dire ici que ce groupe de médiation que nous avons vraiment accompagné dans son travail, c'est un instrument qui est valable, c'est un instrument qui est important. Et moi, j'ai reçu pas mal de collègues d'autres télévisions, d'autres radios qui sont venus à la RTS voir comment fonctionnait ce groupe de médiation. Ce que je veux dire par ici, c'est que
on peut partir sur des bases. On a des bases qui existent, qu'il faut qu'on améliore, qu'on développe. Mais en même temps, il faut qu'on salue aussi ce qui a été fait de bien. Et dans le cas particulier, moi, je trouve que... voilà, j'adresse un petit message à la fois amical et de remerciement à cette équipe du groupe de médiation, parce que ce n'est pas facile de faire ça à côté de son travail, et ils le font le mieux possible. Ursula Gut würde gerne Ja, ich ergänzen. möchte das gerne ergänzen. Die haben Madame Goutte aimerait compléter. Oui, j'aimerais compléter. Donc, ce groupe de médiation a fait du bon travail. J'aimerais même dire, c'est pas dû à eux que ça n'a pas été suffisamment perçu. C'est quelque chose qui est parti de cette transformation culturelle. Cette tâche importante qu'il faisait jusqu'à présent, il faut la prendre au sérieux. Oui, des questions de la RTS, notamment sur le mandat et sur le Zwischenbericht, le rapport intermédiaire sur l'enquête sur les chaînes de responsabilité. Il y a un expert qui a été mandaté, un expert externe qui a été mandaté pour l'anonymisation. Et la SSR a apparemment choisi cet expert sans le partenaire social. Pourquoi est-ce qu'un contre-expert du SSM ne peut pas voir la version d'origine du rapport? Enfin, voilà, quelle est l'implication du SSM dans l'anonymisation de ce rapport? Alors, encore une fois, on doit bien déterminer comment le mandat a été décidé entre le SSM et puis le conseil d'administration. Il y a même le groupe collectif de femmes qui était intégré dans Grève de femmes, qui était aussi impliqué dans ces discussions. On a bien déterminé les rôles et on a clairement défini que pour des raisons de sécurité juridique et de la protection de la personnalité, qu'il y aura une version anonymisée qui sera remise au SSM et au public. Et cette version anonymisée, on a dit, ce n'est quand même pas le service juridique de la SSR qui va faire ce travail. Et c'est dans ce contexte que nous avons dit, mais prenons un expert connu, un spécialiste qui est vraiment indépendant lui-même aussi pour faire ce travail. Et il s'agit là du professeur Sylvain Méty, qui était mandaté par nos soins pour faire ce travail. Mais il est évident que la protection de la personnalité, elle doit aussi être respectée envers toute personne externe à l'entreprise. Et le SSM est quand même aussi une partie externe de l'entreprise, partenaire social, mais avec une collaboration qui était pour moi une très bonne collaboration avec le SSM Romandie. Et c'est dans ce contexte. Il est vrai que l'expert était choisi par la SSR, mais toujours dans l'esprit du maintien de l'indépendance. Et on n'a pas donné le mandat au service juridique de notre entreprise pour faire ce travail. On a demandé à ce que ce travail soit fait par un expert externe reconnu dans le domaine de la protection des données. Mmh. Peut-être on reste sur le sujet de ce rapport intermédiaire. Ce que je ne comprends pas, pourquoi on parle d'un rapport intermédiaire pour les trois... de ce rapport final, en effet, du rapport sur la chaîne de responsabilité. Le rapport sur la chaîne des responsabilités concernant ces trois cas qui étaient soulevés par le journal très connu en Suisse romande, en lien avec ces trois cas, oui. C'est un rapport final. Oui, tout à fait. Je voulais juste préciser cela. Oui. Et donc, vous avez abordé les aspects de protection de la personnalité qui étaient centraux dans ce rapport. Alors, une question, je vous la lis. Le retour ne pouvait pas être fait oralement par les experts sur la chaîne de responsabilité. Ce point était prévu dans le mandat. Pourquoi est-ce que le conseil d'administration de la SSR a changé d'avis? Parce non, que finalement, tout d'abord, j'aimerais bien préciser que le conseil d'administration n'a pas changé d'avis. Dans le mandat, c'était précisé le cas échéant. Donc, le mandat ne prévoyait pas la présentation du rapport par les experts à toutes les collaboratrices et collaborateurs. C'était une possibilité que nous avons étudiée. On l'a fait avec aussi l'approche de cet expert reconnu dans le domaine de la protection des données, protection de la personnalité. Nous avons donné l'occasion au SSM, en toute transparence, de poser toutes les questions aux experts. Et les experts ont répondu d'une manière précise à toutes ces questions.
parce que c'était quand même un mandat qu'on a donné conjointement entre SSM Romandie et le conseil d'administration à ces experts. Et pour des raisons de sécurité juridique, pour des raisons de maintien de cette approche de respecter le droit des personnalités, nous avons choisi la variante que tout collaborateur, collaboratrice peuvent encore aujourd'hui poser par écrit une question aux deux experts. Les deux experts vont répondre à toute question. D'ailleurs, c'était annoncé dans une réponse qui était donnée à ces personnes qui ont fait cette pétition. On a offert cette possibilité de répondre par écrit, poser les questions par écrit et transparence. Les questions et les réponses seront mises sur l'intranet de la RTS. Donc là, il y a une vraie approche de transparence en maintenant quand même aussi l'obligation de l'employeur de respecter le droit à la protection des données ou des personnes. Je crois qu'on a fait vraiment preuve de transparence dans cette approche. OK, je pense que ce sujet est vraiment clair Après, maintenant, en effet. Après, on peut tourner encore 20 fois autour oui. de cette question. Je crois que j'ai répondu à plusieurs reprises maintenant. Oui, mais tout à fait. je peux toujours répondre parce que j'aime bien répondre à toutes ces questions. Une autre question concernant peut-être la manière d'évaluer le travail de l'encadrement. Est-ce qu'un cadre continuera à avoir un mandat ad vitam aeternam? Qui veut répondre? Personne n'a un mandat ad vitam aeternam, sauf moi peut-être. Mais même moi, je serai confronté, parce que moi je suis élu tous les 4 ans, je dois me présenter devant les délégués. Il n'y a personne qui a un mandat ad aeternam, parce que personne vit ad aeternam. Donc s'il y a des interventions ou s'il y a des manquements graves des personnes, il y a des sanctions qui seront prises. Et puis ces sanctions peuvent aller jusqu'à un licenciement sur le tas, comment dire, eine fristlose Kündigung oder eine ordentliche Kündigung. Aber je nach Schwere des Verhaltens, des Fehlverhaltens, haben wir diese Möglichkeiten, Sanktionen zu treffen. Und wir haben sie schon getroffen. Wir haben sie schon getroffen, solche Maßnahmen. Also kann niemand den Anspruch haben. Donc personne ne peut avoir cette idée qu'il soit engagé ad aeternam à la SSR. Je connais cette question que je trouve aussi légitime et j'aimerais ici rappeler une chose importante. Les mandats des cadres supérieurs, c'est-à-dire les directeurs, les directrices des entreprises, le directeur général, vraiment l'encadrement supérieur de la SSR, leurs mandats sont en tout temps à disposition du conseil d'administration. C'est-à-dire que personne n'est assuré que jusqu'à la fin des temps, il reste en fonction, quoi qu'il arrive. Absolument pas. Il y a des évaluations très sérieuses, très profondes, très professionnelles qui sont faites chaque année. Je discute par exemple moi-même avec le président du conseil d'administration. Chaque année, on fait un bilan de l'activité, de ce qui s'est passé, etc. Et on convient de la suite. Donc je crois qu'il ne faut pas se dire que parce qu'il n'y a pas de temporalité fixée, hein, dans certains pays, par exemple, les mandats des directions des chaînes sont des mandats de 4 ans ou de 5 ans, et puis ensuite il y a une réélection. Bon. Chez nous, c'est un système différent, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas cette temporalité qu'il n'y a pas un examen régulier. Et j'ai dit depuis le début de cette affaire, et je trouve ça absolument normal, que mon mandat, par exemple, était à disposition du conseil d'administration qui devait l'évaluer. Il l'a fait à travers un processus professionnel, indépendant, une expertise que j'ai tout à fait trouvée normale. Et à l'issue de cette expertise-là, le conseil d'administration a pris une décision. Ça veut dire que les mécanismes de gouvernance sont simples, mais clairs aussi à la SSR. Et je trouve important de le rappeler. Personne n'est assuré de quoi que ce soit ad vitam aeternam, et c'est bien normal. Voilà. Eine Frage an Jean-Michel Cina. Une question pour Jean-Michel Cina. Cette enquête dure maintenant depuis quelques temps. Le conseil d'administration a réagi rapidement l'automne dernier, mais ça fait quand même maintenant 6-7 mois. Qu'est-ce que ça a coûté et comment est-ce que c'est financé? Bien, ces cas que l'on a retrouvés dans le journal Roman avaient une dimension grave. Donc, on voulait aussi veiller à clarifier ça et on a décidé sciemment à faire appel à des experts indépendants. Ça coûte, mais quand on a ce genre de cas, et chaque cas est un de trop, il faut agir. Nous devons agir, clarifier, et il faut donc aussi prendre des sous en main.
Maintenant, les comptes n'ont pas encore été consolidés, tout n'est pas terminé, donc on ne peut pas prendre et fournir des chiffres, mais ça concerne les frais d'exploitation. Ce sont des frais d'exploitation, donc c'est au dépend des frais d'exploitation, et c'est comme ça que ça va être payé. Donc on ne va pas recevoir de chiffres. Je vois Ursula Guth. J'aimerais compléter. Il s'agit aussi c'est une question de crédibilité que la direction, le conseil n'ait pas clarifié ça par lui-même, mais elle fait appel à des experts, il y a des expertises, que ça a été discuté aussi et que ça a été fait par ces personnes-là. J'aimerais pas entendre tout ce qui aurait été dit si on n'avait pas fait appel à des experts et expertes reconnus, si ce n'est pas eux qui auraient été mandatés. C'est aussi un investissement. C'est un investissement dans l'avenir parce qu'on veut tout mettre en œuvre pour que ce genre de cas ne se répète pas et qu'on puisse améliorer les outils à disposition. Parce que notre tâche d'employeur, c'est de s'assurer à avoir des conditions de travail sûres et on s'engage pour ça. Un environnement de travail sain et dans lequel on a confiance, ça passe par la tolérance zéro que vous avez exprimée déjà à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous entendez exactement par tolérance zéro? Est-ce que vous pouvez expliquer cette idée? Est-ce qu'il y aura des sanctions concrètes pour un collaborateur, une collaboratrice qui aura exercé du mobbing, par exemple? Oui, si après une enquête qui sera peut-être menée cette fois-ci en interne, parce que c'est le rôle de l'employeur justement de protéger les collaboratrices et collaborateurs, si dans ce cadre d'une telle enquête, il s'avère qu'il y a des manquements qui sont considérés comme graves, tolérance zéro veut dire qu'il y aura toujours une sanction adaptée à la gravité du manquement. Donc ça, c'est une responsabilité que l'employeur a et qui est pour nous la concrétisation de ce qu'on appelle la zéro tolérance. Il faut avoir des sanctions s'il y a eu des manquements. C'est très important que ce qui est également lié là, c'est que c'est un message qui signifie on regarde ce qui se passe et on s'annonce et il y a des sanctions. C'est que nous devons, de manière claire, en amont, expliquer quelles sont les sanctions s'il se passe quelque chose. Il ne faut pas que les sanctions, tout d'un coup, s'improvisent après un problème. Il faut qu'on soit clair que dans telle et telle situation, qui ne sont pas acceptables, il y a telle et telle conséquence. Ces choses-là, à mon avis, doivent être discutées en amont, entre nous, entre partenaires sociaux dans l'entreprise. On doit se mettre d'accord que si, par exemple, on ne respecte pas telle ou telle attitude, telle ou telle directive, telle ou telle charte, ça a cette conséquence-là. De telle sorte que ce soit connu, que ce soit clair. Ensuite, si des cas se présentent et que ces cas sont avérés, parce qu'il faut toujours faire quand même cette évaluation, évidemment, hein, si ces cas sont avérés, alors il n'y a pas de doute sur la sanction qui sera ensuite consécutive. Ce qui est très important, c'est que ce mécanisme de repérage et de sanction soit clairement défini en amont, je crois, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur les conséquences de tel ou tel acte. Et c'est ce travail-là qui va être fait aussi dans le cadre de ce processus qui démarre de consultation et puis ensuite de mise en œuvre. On va essayer de régler ça de manière vraiment précise pour que les choses soient les plus transparentes et les plus claires en amont de tous les problèmes. Eine Frage vielleicht an Ursula Guth. Une question pour Ursula Guth. Donc, quelqu'un qui est dans la commission de la santé de la SSR ou des unités d'entreprise sont cités nommément. Qu'est-ce qu'on attend de ces commissions dans ce processus? Je dirais que la tâche de la commission de la santé, telle que je l'ai perçue à ce jour, est très variée. Mais il y a une part qui touche le harcèlement sexuel ou ce sujet-là. Et on va voir ce que disent les représentants. On nous a dit qu'il ne fallait pas oublier ces commissions de santé parce que ce n'est pas vraiment présent dans les esprits. Madame Guth, vous avez dit man meldet sich quand vous avez décrit ce processus pour pouvoir annoncer des situations difficiles de souffrance au travail. Une question de la RTS nous est arrivée à ce sujet. Les outils existent, mais les collaborateurs et les collaboratrices ne les ont pas utilisés. Est-ce qu'il y a un manque de confiance?
Ich glaube, ja, das ist ganz, also in unserem Zwischenbericht bei der System. Oui, je pense, parce que dans le rapport intermédiaire sur l'audit du système, eh bien là, on a regardé quels sont les outils qui sont à disposition, qu'est-ce qui existe. Et un des points importants, c'est que ce n'était pas perçu, qu'on ne prenait pas, qu'on contactait pas les gens, on avait honte, on savait pas est-ce que après c'est moi qui suis là coupable d'avoir soulevé un sujet. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai une fois vécu un cas comme ça. Je l'ai sanctionné. Cet homme a dû partir. Mais avant, il y a 3 femmes qui ont quitté parce que c'était à leur dépens que ça s'est terminé, cette histoire. Et ça n'a pas le droit d'arriver. Peut-être un point sur ce sujet qui est peut-être propre à la Suisse romande, mais je me rappelle que lorsque la SSR a lancé cette plateforme de whistleblowing, au fond, l'idée était justement d'avoir un endroit où les uns et les autres puissent déposer de manière tout à fait anonyme et donc tout à fait sécurisée des problèmes. Au fond, on s'est heurté à 2 difficultés ici, qui se confirment par les études qui sont en train d'être faites. Première difficulté, une plateforme compliquée d'accès, compliquée d'utilisation, qui donne un sentiment un peu, disons, technocratique, et donc finalement pas très engageante pour s'exprimer librement. Il faut qu'on change ça, évidemment. Mais j'ai aussi entendu à l'époque, et je sais que c'est un souci qui est présent dans pas mal de cercles en Suisse romande, attention de ne pas rentrer non plus dans un mécanisme de délation, qui serait au fond pas fondé sur des situations personnelles. Et donc, il faut qu'on trouve un système pour qu'on puisse à la fois déposer de manière simple et de manière efficace une situation de difficulté, et en même temps, il faut que ce mécanisme-là soit suffisamment ouvert pour que les gens aient confiance. Donc c'est entre confiance et accès que se joue, je pense, une bonne partie de la réponse à cette question qui est tout à fait importante. Une question à M. China. Outre le mobbing, à part le mobbing, il y a des gens qui ont une grande responsabilité dans le mal-être au travail. Est-ce que, et c'est très grave aussi, nous dit cette collaboratrice, est-ce que vous pouvez vous exprimer aujourd'hui sur les sanctions qui pourront être prises et s'il y aura une certaine réparation pour les victimes? C'est difficile de répondre à cette question quand on parle de malaise, parce que c'est un terme pour moi qui n'est pas très précis. Auparavant, j'ai bien expliqué qu'il y a plusieurs formes de malaise. De malaise, tout d'abord, qui peut émaner d'un harcèlement sexuel, d'un mobbing, d'un bossing, du sexisme, puis après, d'un mauvais climat de travail, peut-être. Donc, c'est difficile de répondre précisément à cette question parce qu'il faudrait faire analyser ce cas ou cette situation à l'interne de l'entreprise pour bien déterminer quelle est la source de ce malaise. Puis quand on a évalué en interne quelle est la source de ce malaise, c'est dans ce contexte que l'encadrement peut agir. Donc voilà, c'est un peu une réponse, je sais, qui est assez générale, mais je ne peux pas répondre sur une question générale avec une réponse précise, parce que voilà, il faut connaître le cas spécifique et la situation spécifique. Et c'est là aussi une responsabilité de l'encadrement, du management, de prendre au sérieux ces situations. Et de prévoir des actions selon le cas précis ou le manquement précis d'un collaborateur ou d'une personnalité de l'encadrement. Ein Hinweis vielleicht kurz dazwischen. Wir bekommen viele Feedbacks und Rückmeldungen. Une remarque, on reçoit beaucoup de feedback et de remarques de la part des collaborateurs de RS. Et ils nous disent qu'on ne reprend pas les questions telles quelles. Parfois, les questions sont très longues, donc s'il vous plaît, soyez succincts, parce que nous ne pouvons pas lire tout tel quel. Mais on a encore des questions. Une question pour Gilles maintenant. À part cette crise que traverse la RTS puis la SSR dans son ensemble, il y a, selon ce collaborateur, un système qui est très pyramidal, dans lequel on a beaucoup de séances, parfois au détriment de contact avec le terrain. Et il demande s'il y a une réflexion qui est en cours au sujet de l'organisation et de l'optimisation du management de l'information. Oui, tout à fait. Cette réflexion est en cours. Elle n'est pas due d'ailleurs qu'à cette situation de crise. Elle est due aussi à l'autre crise que nous vivons, qui est la pandémie et l'organisation du travail que nous avons développée depuis maintenant
à peu près une année. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de réduire le nombre d'échanges formels, avec notamment des mécanismes de discussion à distance. Nous pensons qu'il est possible de réduire les voyages constants en Suisse, même si ceux-ci ont aussi quelques valeurs, mais disons, on pense qu'on peut limiter ça. Nous pensons aussi, et c'est en train d'être fait dans 2 unités d'entreprise, que le système, au fond, les couches différentes peuvent être réduites entre les gens qui décident et les gens qui agissent concrètement sur le terrain. On peut également imaginer que la culture de l'échange d'informations entre les régions peut s'opérer autrement. Donc on est en train de mener une réflexion assez profonde en ce moment sur l'organisation du travail futur. Et je crois que cette crise, cette crise sanitaire, la pandémie, et tout ce que cela a eu comme conséquence sur notre vie ensemble, doit être maintenant aussi intégré dans cette réflexion-là. Je sais que d'autres entreprises le font. On est d'ailleurs en échange avec ces entreprises pour essayer de voir quels sont les enseignements que l'on peut retirer. Mais peut-être encore un mot. Il faut juste entendre une chose. Nous sommes dans une structure d'entreprise extrêmement décentralisée. Et c'est bien. C'est bien comme ça parce que ça exprime l'ADN de la Suisse. Nous avons des grandes autonomies régionales, ce qui implique évidemment de facto qu'on doit avoir des structures aussi décentralisées. Et donc, quand on regarde l'ensemble de la SSR, on peut se dire, mais finalement, il y a beaucoup de structures. Oui, c'est vrai, la SSR est une organisation très compliquée parce que très décentralisée, qui respecte la diversité. Mais une entreprise comme la nôtre, qui de surcroît donc a cette grande décentralisation, qui travaille avec un taux de cadre d'environ 5 à 6%, je vous assure, quand on le compare avec des entreprises qui ont le même type d'activité, je pense par exemple à France Télévisions, à la RAI, à RD, à nos collègues de la BBC. On a régulièrement des échanges pour essayer d'observer si notre système est un système plus pyramidal, où il y a plus d'encadrement. La réponse est absolument le contraire. Au contraire, nous avons une structure qui est assez légère. Simplement, sa décentralisation donne aussi ce sentiment-là, d'une succession de mécanismes au fond, et de niveaux à respecter. Mais parce que nous essayons de collaborer ensemble, on a peu de décisions verticales du centre qui touchent toutes les régions. Ce n'est pas notre culture. Alors à partir du moment où on essaie de respecter cette diversité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre d'accord. Et on passe beaucoup de temps à se mettre d'accord, à trouver des solutions communes, à trouver des compromis entre les régions, à avancer ensemble, mais en acceptant que les uns et les autres, et peut-être ici ou là, des rythmes, des interprétations un peu différentes. C'est au fond ce que fait la Confédération elle-même. C'est à la fois sa force et parfois sa faiblesse. Nous sommes un miroir de cette Confédération. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à, évidemment, constamment mettre ça en question, l'améliorer. Mais je suis un fervent défenseur de la diversité, y compris quand elle a comme prix parfois de complexifier un peu nos relations. Mais je ne crois pas qu'une entreprise qui produit en plus de ça du contenu, donc qui est vraiment proche des références culturelles de chaque région, je ne crois pas qu'une entreprise qui serait verticalisée et plus simple, et donc peut-être avec moins de niveaux et de couches, je ne crois pas qu'elle fonctionnerait bien en Suisse. Donc je pense qu'on doit essayer de trouver cette balance permanente, compliquée, je l'admets, mais importante, entre, au fond, nos différences culturelles tout à fait respectables et la simplification du travail. Et pour finir, j'aimerais dire encore un mot là-dessus. La transformation digitale de la SSR pose des questions nouvelles. Lorsqu'on est dans un monde broadcast classique, on peut parfaitement imaginer, et on le voit d'ailleurs, que nous avons des processus, parfois certains équipements, mais surtout des façons de produire différentes, parce que nous avons au fond des résultats différents, des publics différents, des références culturelles différentes. Dans un monde digital, si on prend par exemple les données, on ne peut pas imaginer qu'on a des politiques de données différentes entre Genève, Zurich, Lugano. Ce n'est plus possible. Ou quoi? C'est la raison pour laquelle je pense que la transformation qu'on est en train de mener, ce n'est pas seulement une transformation qui va toucher à ce que nous offrons au public, c'est une transformation qui va toucher à la manière dont nous travaillons ensemble. Et ce mouvement-là vient accompagner cette réflexion que j'ai précédemment évoquée. Wieder eine ganz konkrete Frage an Ursula Gut vielleicht. Une question tout à fait concrète pour Ursula Gut, peut-être. Pourquoi est-ce que la plateforme de whistleblowing de la SSR n'est pas simplement donnée à l'externe? Donc le sujet concerne en fait l'avenir. Et l'idée, c'est qu'on crée également donc, un poste externe, donc pas seulement des personnes de confiance en l'interne, mais également un poste de médiation externe. Et ça répondrait un peu à cette question-là.
Et maintenant, ça va être encore traité dans les échanges. Et l'idée, c'est d'avoir les deux, la possibilité interne et externe. Concernant donc l'organe de whistleblowing, cet office aujourd'hui, donc depuis que moi-même et Ursula Gut nous sommes engagés sur le sujet, cet office de whistleblowing est relié à l'audit interne qui, elle, est reliée à Ursula Gut. Donc, il y a déjà cette indépendance au sein de l'entreprise qui passe par la présidente du comité d'audit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet office de whistleblowing ne permet pas d'avoir accès à des collaborateurs ou collaboratrices de la SSR. C'est donc déjà une plateforme décentralisée sur un serveur décentralisé où personne n'a accès. Personne n'a accès à ce serveur externe. L'audit interne non plus n'a accès à ce serveur externe. Tout est organisé de telle sorte que les annonces anonymes soient intégrées au système de whistleblowing sans que le nom de la personne soit public. Maintenant, l'audit interne peut poser des questions de clarification, mais sans que la personne qui ait placé ce message soit connue d'une manière ou d'une autre. On a déjà aujourd'hui un très bon système, mais on peut toujours s'améliorer et on veut aussi toujours s'améliorer. Et on va encore regarder ce système d'un peu plus près. Mais on a déjà aujourd'hui un très bon système. Ursula Gut? On pourrait compléter que SRF à Movis, c'est également un office externe. Et là, la discussion, c'est est-ce que cet poste est approprié pour ce genre de besoin à l'avenir, parce qu'il y a différentes tâches qu'ils doivent reprendre. Donc, c'est sans garantie, mais j'ai entendu qu'ils sont très bons aussi dans le domaine du droit du travail, mais que ça n'a pas suffisamment été utilisé dans le cadre de harcèlement sexuel. La plateforme Movis a été ouverte pour l'ensemble de la SSR, et effectivement, elle présente quelques avantages pour les questions très techniques, droit du travail, conseils par rapport à des questions métiers, etc. Et certainement moins pour des questions de pression ou de harcèlement de nature sexuelle. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on revoie ça, et ce sera certainement une des propositions qui va venir. Toujours dans cette idée d'avoir cette dualité entre, d'un côté, la possibilité à l'interne de parler, de s'exprimer, et en même temps d'avoir la possibilité à l'externe, de manière totalement anonyme et donc totalement indépendante, de pouvoir également agir. Et donc, je crois que cette balance entre les deux pôles, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Nous avons encore beaucoup de questions en français, donc merci d'être compact pour les réponses. La composition des comités de direction. Est-ce que le conseil d'administration a une politique en faveur de la promotion des femmes dans les postes de direction? Ça, c'est une question qui est liée notamment à qui nous est posée sur est-ce que le conseil d'administration de la SSR a son mot à dire sur la composition des comités de direction dans les unités d'entreprise? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le conseil d'administration est responsable, en collaboration avec la direction générale, d'établir une stratégie d'entreprise. Et dans cette stratégie d'entreprise figure justement un élément qui demande à ce que plus de diversité et plus de femmes soient intégrées dans des postes clés. Et cet élément de la stratégie que le conseil d'administration, avec la direction générale, a adopté, c'est clairement sur laquelle on veut aussi avoir des indicateurs sur lesquels on va vérifier si cet objectif est atteint. Donc, il y a une claire volonté du conseil d'administration, de la direction générale, de promouvoir plus de femmes, plus de diversité dans ces comités de direction, mais aussi à d'autres niveaux. Et je dois le rappeler, et c'est réjouissant, mais par exemple, à la RTS, le chiffre ou l'objectif qui était fixé pour la participation de femmes dans le middle management, dans le management intermédiaire, intermédiaire, c'est juste. Oui. Par exemple, la RTS
a un pourcentage qui est réjouissant, c'est 40%. 40% de nos cadres auprès de RTS sont à 40% de femmes et nous avons un objectif au niveau du groupe au minimum de 30%. Donc, vraiment une claire volonté par le conseil d'administration d'avoir plus de diversité en général et plus de femmes dans les directions et dans les comités de direction et dans le management. Gilles, Pardon. will noch gerne ergänzen? Une réponse courte, mais précise. Quels sont les rôles dans les nominations des membres des conseils de direction? Le conseil d'administration a la compétence de nomination pour les membres des conseils de direction dans les régions qui ont une fonction en relation avec le programme. C'est dans les statuts de la SSR. Un rédacteur en chef qui est membre d'un conseil de direction, un directeur de la programmation, ce que sais-je, ça dépend, les libellés dépendent, mais ces personnes-là, ces cadres-là sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du comité régional. Et le directeur général est évidemment informé, participe à ça, mais à la fin, la compétence de nomination appartient au conseil d'administration. En revanche, les positions, les postes qui sont liés aux fonctions de production, de gestion, disons toutes les autres fonctions qui ne sont pas directement des fonctions de programme, elles sont sous la compétence du directeur de l'unité d'entreprise qui doit le faire approuver auprès du directeur général. C'est comme ça que ça marche. Il y a deux entrées. Et nous partageons à 100%, parce que c'est dans la stratégie, comme l'a dit Jean-Michel, le fait que nous voulons augmenter de manière significative le nombre de femmes en position de cadre supérieure dans la SSR. Aujourd'hui, il est à 30,1%. Ce n'est pas suffisant, nous allons continuer. Ce que je peux simplement dire, c'est que la courbe, le mouvement est très positif et que nous faisons vraiment des efforts en ce sens, y compris en amont. Et c'est pour ça que Jean-Michel parlait du management intermédiaire, parce que pour pouvoir promouvoir cette diversité des genres au sein de l'entreprise, dans les postes supérieurs, il faut évidemment qu'on s'engage déjà au niveau du management intermédiaire. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Ursula Gurt würde das auch gerne Ja, es ergänzen. ist vielleicht noch wichtig zu sagen in unserem Bericht. Il est peut-être aussi important de dire que dans notre rapport intermédiaire, donc dans l'audit du système, là on dit très clairement que le harcèlement sexuel, ce sujet-là doit être mis dans le contexte de l'égalité. Ça, il y a une corrélation. Donc en d'autres termes, nous sommes tout à fait d'avis que l'égalité, c'est un sujet central et nous voulons davantage de femmes dans les positions, bien sûr en fonction des aptitudes, mais ça c'est un sujet important, cette égalité, surtout dans ce contexte-là. Une question concernant la protection de la personnalité qui a été abordée largement ici. Comment est-ce que, M. China, est-ce que vous voyez une contradiction entre le fait que on prend soin à protéger la personnalité des personnes mises en cause dans l'article du temps et que parallèlement, la SSR, la RTS ait rendu public sur intranet l'identité des personnes qui ont signé la lettre pétition à destination de la direction? Bon, la question de la protection des données, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle la compliance, qui dans chaque unité d'entreprise doit être respectée. Aussi, au niveau du groupe, c'est un principe. Maintenant, je ne peux pas m'exprimer sur ce cas spécifique. La volonté, c'était justement de répondre à toutes ces personnes. Et là, par le fait qu'il y a eu une demande de transparence, je pense qu'ils ont fait une analyse d'une évaluation pour déterminer si ça peut être publié ou pas publié. Mais moi, je ne connais pas les réflexions qui ont mené la direction à RTS de publier ou pas publier. Donc, je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui ici sur ce cas concret. Wir kommen so zu den letzten Fragen langsam, Laurent. Es hat noch ein, zwei. Nous en arrivons aux dernières questions. Laurent? Nommer des femmes cadres, une collaboratrice nous signale que sans une politique de crèche et d'encadrement des jeunes enfants dans l'entreprise, c'est difficile, particulièrement pour les journalistes qui travaillent à l'actualité. Je peux dire un mot là-dessus, je suis absolument d'accord. J'ai tenté, en l'occurrence c'était à Genève, j'ai tenté par le passé, quand on a construit ce bâtiment de Karl Vogt II, on s'est demandé si on ne pouvait pas profiter de cette construction pour en fait mettre une crèche. Et on s'est heurté là à des difficultés inimaginables, parce que les régulations sont cantonales.
relative au niveau d'exigence qui était demandé pour avoir une crèche, avec, disons, un nombre incroyable de personnes qui devaient y travailler, un volume, un nombre de mètres carrés par enfant, selon les âges des enfants, etc. C'était une complexité énorme et on a dû malheureusement renoncer parce qu'on n'avait simplement pas les moyens de le faire. Alors on a cherché d'autres solutions. Et je pense qu'une voie qui peut se développer et qui est une voie alors, spécifique à chaque ville, finalement, c'est de négocier avec les autorités municipales ou cantonales la possibilité pour nos collaborateurs TRIS d'avoir un certain nombre d'accès facilités aux crèches. C'est par exemple une des idées que nous avons dans le cadre de la situation du futur bâtiment de l'EPFL, où il y a là une crèche. Et je sais qu'on a discuté avec l'EPFL pour voir comment pourrions-nous avoir la possibilité d'accéder à cette crèche. Donc, il y a des solutions, elles sont nécessaires, je suis absolument d'accord avec ça, mais ce n'est pas forcément en le faisant nous-mêmes qu'on y arrive, parce qu'on doit respecter des régulations tellement compliquées et tellement différentes selon, cette fois, chaque canton, que vraiment, c'est très, très difficile. Voilà. Mais disons, oui, je pense qu'il faut qu'on avance dans cette direction, et je sais que ça fait partie des discussions qu'il y a entre les partenaires sociaux régulièrement pour essayer de dégager des soutiens et des aides pour faire ça. Eine Anschlussfrage, die dazu passt, vielleicht an Ursula Gut. Encore une question pour Ursula Gut. Est-ce que l'abus de pouvoir concerne l'aspect femmes-hommes ou est-ce que c'est un sujet maintenant qui est instrumentalisé pour l'égalité? Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec hommes et femmes, mais par le passé, en général, souvent, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu l'application. Parce qu'il y a peu de femmes, enfin, à l'époque, il n'y avait même pas de femmes qui étaient à la tête. Je dirais que cette prise de conscience que ça ne va pas, c'est quelque chose que les femmes le représentent encore plus. Laurent? Oui, une dernière question, peut-être sur l'enquête sur la chaîne de responsabilité, puis les responsabilités de Gilles Marchand. On a parlé de fautes non graves. Est-ce que ça, c'est une manière de diminuer sa responsabilité? Bon, on a demandé une expertise. Les experts sont arrivés à cette conclusion que c'était une erreur qui était faite, mais considérée comme secondaire de supervision. Et les experts ont clairement dit que c'est que ce n'est pas une erreur grave. Et dans notre analyse, nous avons évidemment intégré ces réflexions ou cette position des experts dans notre analyse générale que nous avons faite. Ce qui est important, c'est que voilà, c'est une erreur qui était considérée par les experts comme non grave. C'est le fait que l'intégrité personnelle de Gilles Marchand n'était pas mise en doute dans cette analyse qui était faite par les experts. Le fait qu'on sent chez lui aussi un engagement ferme de faire changer les choses avec l'équipe de direction, avec les directeurs des unités d'entreprise et avec le fait qu'avec ses expériences et ses compétences, Gilles Marchand reste l'homme avec lequel le conseil d'administration veut affronter ces défis, les défis qui attendent la SSR en général, mais aussi ce défi de surmonter cette crise de harcèlement que nous avons vécu ces derniers mois. Merci pour ces réponses. Laurent, noch eine Frage, eine letzte. Une dernière question, Laurent. On arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'on connaît, donc, Gilles, vous parliez tout à l'heure de 5-6% de cadres. Attendez, je reprends juste la question. Est-ce qu'on connaît le taux de... Je pense que c'est 5-6% de femmes cadres. La question n'est pas très claire. Est-ce qu'on connaît le niveau de responsable à la SSR, c'est-à-dire des personnes avec ou sans statut de cadre qui sont des femmes? Je ne suis pas certaine de la question. Bon, en fait, elle est pas... Je n'ai pas très bien compris non ouais, plus. Non. Mais disons, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui à la SSR, sur l'ensemble des contrats de cadre, 30,1% de femmes. Que nous avons l'intention de développer ça de manière plus importante à l'avenir, pour que nous visions les équilibres. Il y a en Suisse romande une situation qui est à 40% sur le même critère. Et ce qui est important maintenant, c'est de vérifier à l'intérieur de ces pourcentages quels sont les types de responsabilités opérées. Et notre intention, c'est évidemment d'essayer de faire en sorte que cet équilibre touche tous les niveaux de cadre, pas seulement les cadres en général, mais tous les niveaux de cadre, y compris les cadres supérieurs. Et pour ça, on a mis en place
une politique de relève, une stratégie de relève qui doit nous permettre d'arriver à progresser dans cette direction-là. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Da kommt noch eine Frage an Ursula Gut. Encore une question pour Ursula Gut-Winterberger de la part d'une collègue qui est au comité SSM Genève et elle pose la question concernant le droit de parole lors de la nomination des cadres, lors de l'évaluation de cadres. Comment est-ce qu'on procède? C'est une question qui n'a pas encore été discutée, donc là, je ne vais pas ouvrir la discussion maintenant, mais je suis d'avis que le contexte professionnel est supérieur dans la mesure où ça ne concerne que la fonction, qu'on regarde les compétences, les aptitudes sociales, en fonction des prérequis que l'on veut évaluer pour une fonction, c'est eux qui peuvent mieux procéder à cet examen. Donc, je suis un peu critique par rapport à cette demande, mais on n'a pas encore thématisé ça à une vaste échelle. Gilles? Disons, je ne prolonge pas sur cette question parce qu'effectivement, c'est une question qui est importante. Hein. Quelle est la différence entre, par exemple, discuter avec les équipes en amont et puis par contre, et co-décider, c'est des choses très différentes. Et là, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion plus profonde. Mais j'aimerais, si vous le permettez, dire encore un mot aux équipes pour conclure cet échange. J'aimerais dire qu'au fond, on est engagé sur 3 niveaux différents. Il y a un premier niveau qui est celui de l'attitude, de la posture, de la manière dont nous sommes ensemble. Et sur ce niveau-là, il doit y avoir une vision claire, partagée. Les choses doivent être parfaitement correctes entre nous. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a absolument aucune nuance régionale, rien du tout. On doit avoir la même vision de ce vivre ensemble qui est important. Il y a un deuxième niveau qui est lié, qui est la manière dont on travaille ensemble. Les processus de travail, et là, vous le savez, chers collègues, nous sommes engagés dans une transformation très profonde de l'entreprise. Ce n'est pas facile. Des métiers évoluent, des mécanismes de responsabilité changent, des compétences doivent aussi s'adapter, ça crée des tensions, ça nécessite de la formation, de l'accompagnement. C'est un deuxième niveau. Ça se fait dans un environnement qui est un environnement de pression économique. En plus, ça ne facilite pas les choses. Ce que nous vivons là, c'est grosso modo ce que vivent toutes les entreprises. Ce deuxième niveau est très important, il est l'objet de discussions aussi avec les partenaires sociaux. Comment arrive-t-on, au fond, à transformer cette entreprise pour qu'on travaille bien ensemble? Donc, le niveau de l'attitude, le niveau du processus de travail. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Cet environnement, c'est un environnement de défis énormes, absolument gigantesques, des défis médiatiques, des défis politiques, des défis économiques. Nous sommes engagés sur de multiples fronts. Je redis ici ma conviction que pour répondre à ce dernier niveau, qui est le niveau vraiment stratégique de la SSR, les 2 autres doivent bien fonctionner. On n'arrivera pas à bien répondre à ces défis généraux si on n'a pas réglé correctement ce vivre ensemble et si on n'a pas réglé correctement les processus de travail. Ça ne se décrète pas en un jour, mais j'aimerais ici redire une dernière fois mon engagement personnel. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que ces 3 niveaux soient menés de manière cohérente et professionnelle. Et ça, c'est ce à quoi je m'engage personnellement. Das ist doch ein dynamisches Schlusswort, das aufzeigt, wie es weitergeht. C'est un mot dynamique pour la conclusion. Merci beaucoup. Nous en arrivons à la fin du streaming. Vous trouverez des informations, de la documentation sur intranet et également le vidéo de notre streaming, de notre discussion. Ce sera disponible dès cet après-midi. On pourra une fois le regarder sur intranet. Les quelques questions que nous n'avons pas pu donner de réponse recevront une réponse par écrit. Au terme de ce streaming, merci beaucoup. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur toutes les thématiques qui ont été abordées ici, sur les différents intranets qui vont être publiés sous peu. L'enregistrement de cette séance de questions-réponses sera aussi disponible, comme je vous l'ai dit au tout début, en vidéo à la demande dès cet après-midi. Et puis, voilà. Merci. Vielen Dank an Jean-Michel China, Ursula Gut-Winterberger und Gilles Marchand fürs Merci. Diskutieren und euch Gilles Marchand, Jean-Michel für euer China Interesse. et Vielen Dank Ursula und tschüss miteinander. Gut-Winterberger. Merci. 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 Dankeschön.